I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Jag som europeanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Sunt europeană. Sunt cetățean al Europei. Ja graștancă Europei. Ja româneancă Europa. Sunt europeană. Moi, je suis un citoyen européen. Bonjour. Aujourd'hui, les écouteurs, nous sommes à Paris pour the European Citizens Radio. À nouveau, on va faire une tentative nouvelle. On va faire quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire on va faire un enregistrement en français. Moi, je m'appelle Ulrike Guérot. Normalement, comme vous le savez, nous sommes assis dans le Café Aroma à Berlin parce que le but de cette European Citizens Radio, c'est de donner un nouvel arôme à l'Europe. Voilà. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on ne peut pas uniquement produire des podcasts en allemand pour les Allemands ou pour ceux qui entendent et comprennent l'allemand, mais on veut élargir dans d'autres langues. Et peut-être vous avez déjà découvert notre petit podcast de la semaine dernière en hongrois et en anglais. Et aujourd'hui, on a une autre surprise pour vous. On ouvre vers le français. Donc me voilà assis à Paris dans l'appartement de mon amie Marie-Hélène Caillol, qui est française, qui est amie et copine de moi depuis une vingtaine d'années, et nous avons travaillé ensemble sur l'Europe, notamment sur la citoyenneté européenne, sur la question de la citoyenneté européenne, et ceci depuis quelques années. Donc je suis très 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 heureuse que Marie-Hélène Caillol a accepté aussi de produire avec moi ce podcast, donc de parler avec moi sur 40-45 minutes sur justement la question de la démocratie et la citoyenneté européenne. On a donné comme titre, on a trouvé comme titre pour cette émission d'aujourd'hui les aléas de l'appétit démocratique de l'Europe contemporaine à l'aune du parcours de Franck Biancheri. Marie-Hélène, qui est à mon âge d'ailleurs, on est femmes de même âge, de mêmes expériences européennes, tous les deux 58 ans, elle était mariée à Franck Biancheri. Et Franck Biancheri, qui est décédé en 2012, était un grand Européen. Dans les années 80-90, c'est lui qui a littéralement couru pour l'Europe, qui a songé comme un des premiers à des partis transnationales européennes et qui s'est investi toute une vie sur la question de la citoyenneté européenne. Donc bonjour Marie-Hélène, je vais te présenter là dans la suite, mais je suis très heureuse que tu m'as invitée dans ton appartement et qu'on parle de cette question. Bonjour Ulrike, je suis également ravie et que cet appartement serve d'enregistrement de studio d'enregistrement pour cette émission, pour laquelle je te félicite d'ailleurs, une émission multilingue, c'est parfait. Bah, on tente. Et là maintenant, Marie-Hélène Caillol, je vais la présenter. Donc, elle est diplômée en sciences sociales, en sciences humaines. Elle était en fait émergée dans le monde arabe, elle parle aussi russe, donc elle est très multilingue, plusieurs langues. Et elle a commencé à découvrir l'Europe à travers la question de l'Euromed. C'est-à-dire que dans les années 90, quand il s'agissait de faire des rapports entre l'Europe et justement les pays méditerranéens, on a conçu un programme qui s'appelait l'Euromed et Marie-Hélène était une des ceux qui ont développé ce programme. Puis après, elle a fondu avec justement Franck Biancheri le think tank Prométhée. Et Prométhée, c'était, elle va nous en parler, mais c'était pour penser de rapprocher des citoyens européens, des institutions européennes, pour en justement dépasser cette aliénation entre des nouvelles institutions qu'à l'époque, dans les années 90, on comprenait que peu. Voilà, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu veux rajouter à ta présentation? Comment tu as découvert l'Europe? L'Europe, effectivement, comme tu le dis, j'y suis venue par la Méditerranée. Moi, c'est ma rencontre avec Franck, bien sûr, qui m'a amenée à l'Europe. Sinon, j'étais plutôt, pendant mes études, je m'étais plutôt tournée vers le monde arabe en étudiant donc la langue arabe. Et du coup, la jonction s'est faite en 92, lorsque j'ai rencontré Franck, d'une part, où je me suis mise à m'engager dans l'association
qui dirigeait à l'époque, était Prometheus Europe, donc, que tu viens de mentionner, que je n'ai pas fondé avec lui. C'est Europe 2020 que j'ai fondé avec lui. Là, je suis rentrée au contraire dans ses activités à lui. Et donc là, il m'a demandé de m'occuper de son réseau NICOMED, Network of Information Between the Community and the Mediterranean. Et on a monté des très très jolis événements pour essayer de rapprocher les citoyens de ces programmes Euromed que effectivement la Commission européenne avait lancé à l'époque. Et de l'autre côté, je travaillais dans un bureau d'assistance technique qui gérait deux de ces programmes, d'ailleurs le programme MedURBS et le programme MedCampus. Donc je suis bienvenue à l'Europe par la Méditerranée. D'accord. Et donc là, nous sommes assis, en fait, pas dans un café pour une fois, mais comme j'ai dit, dans l'appartement de Marie-Hélène, dans le 16e arrondissement de Paris. Et on a parlé hier un peu de ce podcast pour trouver une ligne de narration. Et en fait, on s'est dit que on voudrait commencer dans le présent. Parce que nous vivons un temps, à mon avis personnel, extrêmement difficile pour l'Europe. L'Europe est en guerre, elle n'est pas directement en guerre, les pays européens ne sont pas formellement en guerre, mais ils sont tous pesés par la guerre, on parle d'armement, l'Ukraine. Donc l'Europe en guerre, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, l'Europe a quand même une narration de plus jamais de la guerre. Donc c'était ça un peu ce qu'on racontait, l'Europe c'est plus jamais de la guerre. Maintenant, on parle de la guerre en Europe, donc primo. Mais deuxièmement, il est évident qu'après le Covid, après 3 ans de guerre contre un virus, comme Macron l'a appelé, Emmanuel Macron, l'Europe est un peu en atomisation, harcelée socialement, crise économique, gilets jaunes en France, protestations, grève sociale, la réforme retraite en France. Et on voit la même situation un peu dans d'autres pays européens, l'Italie aussi qui se porte pas trop bien, des chiffres sur la pauvreté de l'Espagne et tout. Et donc Marie-Hélène et moi, on a convenu de dire, tiens, on part du présent pour dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la citoyenneté européenne, la question de la démocratie européenne. A-t-on perdu cette question? Parlons-nous encore de cette question. Et de ce constat d'aujourd'hui, on voudrait remonter dans le temps pour vous, les écouteurs, pour vous dire comment cette question de la démocratie européenne a développé au cours des années, au cours des décennies, et pour nous retrouver, en fait, aujourd'hui, peut-être, dans une ambition de retrouver la démocratie européenne. Donc, Marie-Hélène, comment tu vois le temps aujourd'hui et comment tu saisis la question de la démocratie européenne et celle de la citoyenneté européenne aujourd'hui même à Paris? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ton constat. On a cette histoire commune qui fait qu'on est toutes les deux plutôt pessimistes. Enfin, pessimiste, ça veut dire par rapport à l'avenir. Donc, on est plutôt triste. C'est au présent qu'on est triste. Parce qu'effectivement, on voit une Europe qui est censée faire la paix, faire la prospérité et faire la démocratie. Et sur les 3 points, on n'y est pas vraiment, comme tu viens de le décrire. Et la question, c'est de savoir si cette Europe-là crée les conditions d'un nouvel appétit dans un avenir proche, espérons-le, le plus proche possible, d'un nouvel appétit pour une Europe politique et démocratique. Est-ce que ça mobilise de la citoyenneté européenne? Et pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt un peu désespérant. On a plutôt l'impression que la grande tendance, c'est que la fameuse mobilité des personnes, ne serait-ce que mentale, se referme. On a plutôt l'impression que les citoyens se referment dans des systèmes d'information de plus en plus provinciaux, on va dire. On s'est coupé du reste du monde, ça s'est fait. En tout cas, c'est faux des gens eux-mêmes, mais le carcan médiatique général qui flotte sur l'Europe actuellement est très fermé à l'extérieur de l'Europe, mais en réalité, il est aussi très fermé à l'extérieur des pays individuels. Donc on a un peu l'impression que le confinement, on va dire, qui a commencé en 2020, bon, qui avait déjà commencé avant, faut pas non plus, mais qui s'est bien évidemment, qui a explosé en 2020, est devenu un confinement mental qui fait qu'on regarde de moins en moins l'autre, l'étranger, y compris l'étranger en Europe. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais ça, il faut le tester, parce que effectivement, est-ce que passe par en dessous, en deçà du carcan médiatique officiel, des réseaux sociaux et d'autres éléments qui quand même connectent encore l'Europe, les Européens les uns aux autres. Et ça, c'est une condition sine qua non, c'est que les Européens, il me semble, et le sentiment que
cette fameuse Europe dont pendant longtemps, ils ont eu l'impression qu'on leur demandait s'ils étaient pour ou contre, comme s'il y avait un choix. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas en capacité de commencer à comprendre que l'Europe, elle est là? Et que donc, c'est pas la question de si on en veut ou si on n'en veut pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et si elle ne va pas bien en ce moment, est-ce que ça ne crée pas les conditions d'avoir envie de la changer? Si tu poses cette question à tes amis ici à Paris, enfin tu te trouves dans les soirées avec les gens de ton âge déjà, est-ce qu'on parle de l'Europe? Est-ce qu'on pose cette question? Est-ce qu'on commence cette réalisation? C'est ma première question. Ma deuxième question, tu enseignes à la fac, tu enseignes à l'INSEC qui est une école prestigieuse de business school parisien, donc tu as tous les jours affaire avec des jeunes étudiants. Donc, je voudrais bien savoir, de tâtonner le terrain, où en sont les jeunes sur l'Europe? Est-ce que l'Europe démocratique, la citoyenneté européenne, ça leur parle? Enfin, nos questions de l'époque, est-ce que ça leur parle? Mais toi, dans ton groupe d'âge, est-ce que c'est encore un peu dans les soirées parisiennes, on se trouve en Europe, on n'a pas réussi la chose, qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Non, moi, c'est pas du tout ce que je constate. C'est pour ça que c'est un peu triste. Alors, parmi mes amis, ma génération, on sent qu'il y a une immense lassitude chez ceux qui sont mobilisés et qui sont plutôt en colère maintenant, qui donc s'éloignent par colère et par sentiment d'incapacité. Chez ceux qui s'y sont jamais intéressés, on continue de pas s'y intéresser. Quant aux étudiants, alors là, c'est autre chose, et ça, je pense que c'est une problématique majeure à laquelle l'Europe doit trouver une réponse, parce que là, c'est plus systémique encore que conjoncturel, c'est que nos jeunes, aujourd'hui, s'ils sont connectés à quelque chose, c'est au monde. C'est aujourd'hui leurs outils en fait de connexion, c'est Internet et Internet c'est mondial, c'est pas européen. Donc du coup, effectivement, moi ce que je vois, c'est des gens qui sont en colère contre leur président, contre Macron. Je vois des gens qui s'en foutent, et puis je vois des gens qui s'intéressent au monde et qui veulent changer l'environnement. Par exemple, c'est un bon exemple bien évidemment parce que c'est effectivement le grand sujet dont s'occupent tous les jeunes. Et du coup, l'Europe, elle est où? Alors, l'État-nation, il est où en termes de capacité d'action? Et l'Europe, qui, elle, a une capacité d'action, elle est où en termes d'imaginaire citoyen? Bon, prenons ça comme constat et remontons du coup dans le temps. Donc, si tu décris la situation comme ça, et je dirais que c'est à peu près la même chose pour l'Allemagne. Moi, je suis allemande d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, donc mon français n'est pas assez bon que celui de Marie-Hélène. Mais il est bien meilleur que mon allemand. Voilà, mais je partage le constat que il y a une jeunesse qui est angoissée par le climat et tout. S'il y a l'orientation c'est vers le monde, c'est pas forcément restreinte à l'Europe, ou alors on est déjà lassé et puis on s'occupe de rien, puis parce qu'on est en ressentiment contre justement la politique qui commence à être pesante en temps de guerre, voilà, en temps ou de dystopie, disons plutôt, parce que on a l'impression que les dernières années il y avait tellement de crises que la jeunesse, elle en a largement sur le dos aussi, Donc voilà. Mais peut-être, et c'est ça un peu le but, parce que je répète le titre de cette émission, les aléas de l'appétit démocratique de l'Europe contemporaine à l'aune du parcours de Franck Biancheri. Dans le temps, quand on dit dans le temps, c'est les années 80, 90, quand on a fait justement l'unification de l'Europe, le moment de 89, le mur de Berlin tombe, l'Union soviétique s'écroule en 91, il y avait l'espoir, il y avait du souffle, l'Europe united, l'Europe unie, l'Europe entière, voilà, donc on accueille l'Est. Il y avait Jacques Delors, justement, le fameux président de la Commission européenne qui a dirigé la Commission entre 85 et 95, qui a achevé le marché commun, qui a achevé l'euro, enfin, qui a fait plein de choses. Et donc, dans ce souffle, justement, sont nées aussi les idées d'une citoyenneté européenne et est née l'ambition démocratique ou l'ambition de démocratiser, justement, les structures de l'Union européenne. Alors, décris-nous ces temps et comment tu l'as vécu avec Franck. Alors, déjà, il faudrait peut-être dire deux mots de Franck Biancheri, qui est à la fois un peu connu, peut-être, et pas énorme, et pas non plus, quand même, super connu. Donc, Franck Biancheri, c'est quelqu'un qui, dans les années 80, ça a commencé en 85, je crois, a lancé un
peu par hasard. Il était étudiant à Sciences Po et il a lancé en 85 un premier congrès qui s'appelait les États généraux des étudiants d'Europe. Et paradoxalement, je crois que le premier EG1 réunissait uniquement des étudiants des grandes écoles françaises. Mais dès EG2, enfin, voilà, il y a eu une vraie ouverture à l'Europe, aux autres universités européennes, et donc il a lancé ce premier mouvement, enfin pas mouvement, pardon, c'est cette première association d'étudiants européens. EG Europe, AEGEE, donc Association des États généraux des étudiants d'Europe en 85. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ils ont fait ça, étudiants, expérience potache, etc. Et en 87, du fait de ce qu'ils étaient, ils se sont intéressés à un programme qui était en train d'être concocté par la Commission européenne, qui avait été réclamé par les dirigeants de l'époque, qui était un programme d'échange universitaire. Qui, bien sûr, les avait beaucoup intéressés. Et c'était aussi le temps de l'acte unique, 86 alors, hein, où justement on a inventé le passeport Bordeaux européen, où on a donné l'hymne de Beethoven devenait... Voilà, il y avait il y avait des dirigeants européens, notamment une vraie intention d'Europe politique, une vraie volonté d'Europe politique. Une symbolisation, c'est-à-dire avec le passeport en couleur Bordeaux, avec justement l'hymne de Beethoven, une symphonie, avec, je me souviens aussi, des projets ou des programmes où on invitait justement les écrivains de penser l'Europe. Il y avait Edgar Morin qui écrivait son livre très fameux Penser l'Europe, voilà, 86. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, pour ceux qui aujourd'hui qui ont 20 ans ou 25 ans, il faut quand même s'imaginer que dans le temps dont Marie-Hélène est en train de raconter là maintenant, 86-7, l'Europe était dans l'air. On pouvait presque l'accueillir comme une cerise mûre là. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que les années 80, il y avait une volonté de transformer cette communauté un peu économique en un vrai projet politique, et donc d'embarquer avec des symboliques effectivement citoyennes, comme tu dis, l'hymne, etc. Et donc cette idée de créer un programme d'échange universitaire pour que les étudiants européens qui avant Erasmus, quand ils allaient à l'étranger faire des études, allaient aux États-Unis, exclusivement, c'est tout, se sont mis en une seconde, c'est-à-dire en 87, quand le programme a été lancé, immédiatement, ces Européens qui allaient avant aux États-Unis se sont mis à aller en Europe. Donc c'est le pouvoir d'Erasmus, il est incroyable. Et donc, ce programme Erasmus, il a été permis. Il a pu naître réellement, être mis en place grâce à cette association d'étudiants européens qu'avait créé Franck Biancheri. Et ça, c'est intéressant parce que en fait, même si les dirigeants politiques avaient cette vision d'une Europe politique, cet appétit, eux, pour une Europe politique, qui avaient mis en place des projets de cette nature-là, derrière, il y avait des administrations nationales qui n'avaient pas du tout envie de tout ça, et les têtes blondes, on n'avait pas trop envie de commencer à les mélanger. Toujours les administrations. Exactement. Donc en fait, ça traînait, le projet était dans les tiroirs, tout le monde disait ça va être trop cher, ça va être ceci, ça va être cela, et donc ça ne voyait pas le jour. Et c'est les étudiants européens de EG Europe qui ont mené d'abord une enquête pour essayer de savoir pourquoi ça bloquait, où ça bloquait, et comment on pouvait débloquer, qui ont fini par comprendre que Mitterrand, à l'époque, était clé. Ils ont rencontré Kohl, ils ont rencontré Thatcher, ils ont rencontré plein de gens dans cette enquête qu'ils ont faite. C'était incroyable, ils avaient 22 ans, 24 ans, quoi. Et c'est une histoire très, très intéressante. Ils ont fini par obtenir un rendez-vous avec François Mitterrand à l'Élysée, sous forme d'un déjeuner, où il y avait Mitterrand et son aréopage de conseillers d'un côté de la table, il y a des photos de ça, et de l'autre côté, Franck Biancheri en face de lui, et son aréopage d'Européens, de EG Europe, pour expliquer au président qu'il y avait un problème avec ce programme qu'il souhaitait. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir ce que c'est que le pouvoir, d'arriver à être entendu d'une personne qui est le président, qui a tellement de sujets qu'il faut arriver à capter son attention. Aujourd'hui, on a le problème, on parle beaucoup de ça maintenant pour nous, citoyens, je sais plus comment ça s'appelle, l'attention, le capital attention, là, qui est, voilà. C'est pareil, c'était bien pire pour un président, bien sûr. Donc, il fallait organiser tout ça, c'était les conseillers qui avaient organisé tout ce rendez-vous. Et en fait, il fallait réussir à attirer l'attention de François Mitterrand sur le fait que le programme n'allait pas voir le jour.
Et là, quand enfin... Mais ça n'a pas été évident, parce qu'au début, François Mitterrand, il croyait qu'il était dans une réunion, et il trouvait que les jeunes c'était bien, que l'Europe c'était bien, et puis voilà, il pensait qu'il était dans un... Et on n'ose pas tellement de taper dessus sur le président, genre, stresse-toi, là, on est stressé, vraiment. Et en fait, c'est ce qu'a fait dû faire. C'est tout, voilà, exactement. Bien et en fait, c'est ce qu'a dû faire. Oui, et c'est pourtant ce qu'a fait, exactement, c'est drôle que tu dis ça, c'est exactement ce qu'a dû faire à un moment. Franck, il a été quasiment obligé d'un peu taper du poing, ou je sais pas s'il a fait, mais en tout cas d'avoir un geste vraiment en disant « Monsieur le Président, vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de vous dire. » Et là, il y a eu un silence. Genre tout le monde a dit « Oh là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et en fait, ça y était. François Mitterrand a regardé Franck Biancheri dans les yeux, inquisiteur, et à ce moment-là, Franck a pu lui dire, voilà, lui expliquer qu'il y avait un problème avec le programme, et ensuite à ce déjeuner, François Mitterrand, devant la presse, a dit, je sors d'un déjeuner avec des étudiants européens, j'apprends que pour des pécadilles budgétaires, nous n'arrivons pas à lancer ce programme doit absolument, il est essentiel pour l'avenir, et voilà comment en 87, le programme Erasmus a été lancé. Super. Très intéressante expérience qui peut-être, bon, ça c'est un peu mon interprétation. Moi, je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'il a eu cette vocation démocratisatrice, Franck, parce qu'il a compris quelque chose. Sans les Européens, sans les citoyens européens, voilà. l'Europe ne va nulle part. Bon, ben ça, c'est une très, très belle expérience. Je te remercie de l'avoir raconté parce qu'en fait, à tous ceux qui nous écoutent ici et dans les semaines et mois futurs, là, l'Europe, c'est à vous. Hein. C'est vous à le gérer, c'est vous à le faire, c'est vous à justement dire je veux ça, ce programme ne marche pas, moi je suis citoyen Europe, donc prenez l'Europe en main. Je pense que c'est ça le signal que Marie-Hélène, avec la petite histoire, vient à dire à tous et à toutes qui nous entendent ce matin. Enfin, nous c'est le samedi. J'ai pas encore dit ça, mais nous sommes samedi, le 19 mai, nous sommes assis ici à 8h du matin, voilà. Donc, mais n'importe. Donc, ce qu'il faut encore capter, c'est justement ce que tu as posé en question au début, quand on a dit aujourd'hui on se trouve avec une jeunesse qui est monde entier, climatique, la notion de la démocratie européenne c'est un peu parti, la notion de la citoyenneté européenne c'est aussi un peu parti. Donc, si maintenant, on prend ton anecdote avec Mitterrand, c'est quoi la différence? Pourquoi aujourd'hui cette ambition politique de contourer l'Europe à travers d'une citoyenneté qui est du vécu, où on rattache des droits, pourquoi ce serait plus un but pour une jeunesse? Donc c'est ça à capter. Hein. Pourquoi ce qu'on a fait dans les années 80? Pourquoi pour ceux qui étaient présents au déjeuner avec Mitterrand, pour eux c'était une ambition justement de traverser l'Europe, de faire l'échange culturel en Europe, de se retrouver. Et aujourd'hui, on dirait non, la jeunesse, elle a autre chose en tête. Hein. Tu me donnes une réflexion là-dessus. Alors déjà, si on veut rester 2 secondes sur Erasmus, il faut quand même constater que Erasmus, en devenant Erasmus Mundus, s'est mis à intéresser les étudiants européens pour que les emmener à l'extérieur de l'Europe. Et en soit, c'est bien, il n'y a rien à critiquer là. C'est-à-dire chacun son travail, qu'il y ait d'autres programmes qui aident qui permettent aux étudiants d'aller ailleurs qu'en Europe, c'est bien. Mais Erasmus avait vocation, c'était dans l'ADN du programme Erasmus, c'était de croiser les Européens en Europe. Et aujourd'hui, on a de nouveau des Européens. Alors ils vont plus seulement que vers les États-Unis, ils vont vers l'Australie, vers les Philippines, vers tout un tas de pays. Mais c'est ça qui les intéresse, c'est l'extérieur. Donc en fait, aujourd'hui, on va pas leur reprocher. On va pas leur reprocher. On va reprocher au programme Erasmus de ne plus faire son travail. On va pas reprocher aux étudiants d'avoir envie de sortir, ça c'est sûr. Ils pourraient avoir. Ils sont aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais en France, un petit peu moins d'ailleurs peut-être devant le Covid, mais depuis le Covid, mais on sort d'une époque où dès qu'on faisait les moindres études, on était incité à partir, faire une année à droite, à gauche, à voyager, ce qui est très bien. Je suis d'accord sur cette histoire de vocation, c'est-à-dire que si on retrouve pas une jeunesse ton constat, nous sommes en Europe, donc la question n'est plus on est pour ou contre, il faut réussir la mécanique, parce qu'on vit sur ce continent, on est dans une géostratégie avec la Chine, avec la Russie, avec
avec la guerre, avec les États-Unis, avec voilà. Donc la question est toujours sur la table. Veut-on, oui ou non, que cette continent soit uni? Et s'il est uni, est-ce qu'il est démocratiquement uni ou il y a uniquement une technostructure de l'Union européenne qui nous pèse dessus et qui en fait n'est pas aimée par les citoyens. Voilà. Donc si ça c'est toujours la question est évidemment, comme tu dis, je te ramène à la vocation du programme Erasmus, de dire si on veut réussir la démocratie européenne, il faut se connaître. Donc il faut justement avoir les moyens de comprendre les Estoniens, les Slovaques, les Maltaises, les Irlandais et tout. Et je dirais par exemple, parlant de guerre qui maintenant est en Ukraine, quand on regarde analytiquement l'Union européenne aujourd'hui, on peut très bien voir que l'impact justement des pays baltes ou de la Pologne est assez grand justement sur la politique européenne, alors que l'impact antérieur, qui est un impact franco-allemand ou des pays Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, est un peu affaibli par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une scission, disons, entre l'Europe du Nord ou du Nord-Est et l'Europe du Sud, qui ont des approches différentes aussi sur cette question de guerre. Et la question, déjà, serait, est-ce que des étudiants, disons, de Riga et estoniens, est-ce que des étudiants de la Lituanie, avec les Parisiens, avec ceux de Milan, se comprenaient sur la question de la guerre? Et si je te comprends bien, c'était bien aussi l'ambition du projet Erasmus, de démocratiser l'Europe par la question de l'approche culturelle, les étudiants qui font connaissance de leur culture politique aussi, pour justement après comprendre comment l'autre pense et pour justement être capable de bâtir une démocratie européenne. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui effectivement manque, j'ai l'impression aujourd'hui. D'abord, on sait que le programme Erasmus, il s'est pas réformé aussi en termes de taille. C'est-à-dire qu'il aurait dû grandir pour embarquer de plus en plus d'étudiants. Donc il est devenu un programme un peu d'élite où il fallait que les parents aient de l'argent pour en réalité compléter. Ça suffisait pas ce que les bourses Erasmus donnaient aux étudiants. Donc en fait c'est devenu un programme assez marginal qui n'a plus joué son rôle majeur de brasser effectivement la jeunesse européenne, de lui apprendre des langues. Aujourd'hui, on est au tout anglais. Aujourd'hui, les écoles, les universités qui veulent être dans Erasmus, elles ont des SAS, même plus des SAS, elles ont des formations entières en anglais parce que sinon c'est trop compliqué, bien sûr, de demander à ces pauvres chéris d'apprendre l'allemand, d'apprendre l'espagnol, l'italien, et sans parler bien sûr d'apprendre le hongrois, etc. Alors donc on fait des programmes tout anglais qui du coup attirent aussi bien des Européens que n'importe quoi d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a plus de spécificité européenne. Or, répétons-le, l'Europe elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'Européens qu'il n'y a pas d'Europe. Donc les conditions d'une Europe totalitaire, c'est-à-dire qui prend ses décisions dans son coin sans que personne s'y intéresse, parce que les médias s'y intéressent à la marge, enfin en tout cas pas en profondeur, juste dans les détails, parce qu'on a des États membres dans le cadre de la guerre maintenant en Ukraine qui sont divisés, donc affaiblissement du Conseil de l'UE, et parce que les citoyens, c'est bon, c'est terminé, on s'en est débarrassé, parce que on les envoie à droite à gauche et on les met sur Internet et dans le monde virtuel. On a quand même une Europe qui va pouvoir faire, en gros, ce qu'elle veut. C'est exact. C'est-à-dire que je partage, enfin moi, pour ceux qui me connaissent... Et une Europe qui n'est pas connectée aux étudiants, c'est pas seulement qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est qu'elle va faire n'importe quoi. C'est quand on n'est pas ancré dans le terrain citoyen, toutes les craintes sont permises. Et elle fait pas ce que la jeunesse veut, alors qu'un projet politique, c'est toujours de correspondre aux souhaits, aux vœux du alors si elle croit qu'elle sait, parce qu'avec l'Europe verte, la Green Deal et tous ces trucs-là, elle est persuadée de répondre à une demande évidente de la jeunesse et des citoyens européens. Mais en réalité, elle a trouvé ça. Et c'est vrai que l'environnement est un thème consensuel. Mais ensuite, si on embarque un thème comme ça aussi consensuel, aussi émotionnel d'ailleurs dans son traitement, la question de l'environnement est traitée de manière très peu rationnelle, très émotionnelle. Eh bien, on peut aussi utiliser ce fil conducteur prétendument démocratique parce que je suis au service du peuple européen
en y mettant tout un tas d'intérêts cachés et servir en fait tout un tas d'autres intérêts beaucoup plus Merci beaucoup plus de puissants. le dire, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un constat de clivage de génération presque. Marie-Hélène et moi, je pense assez exactement comme toi, mais la question, c'est alors, parce que je perçois comme toi, et puis on va creuser cette question, je perçois comme toi, que l'Union européenne maintenant, depuis un certain moment, développe des politiques, disons, de contenu, fonctionnel, le climat, la sécurité, food security, ou alors la sécurité tout court, enfin des politiques fonctionnelles, peut-être aussi politiques d'asile, voilà, mais on parle peu ou pas, presque plus rien, justement de la démocratisation, c'est-à-dire des structures, c'est-à-dire le discours institutionnel, le discours comment achever la démocratie, la représentation, c'est quoi la citoyenneté au sens propre du mot, c'est-à-dire citizens' rights, qui en tant que citoyen européen a quel droit, pourquoi toi en tant que Française a tel droit en France et moi en tant qu'Allemande j'ai pas le même droit, parce qu'il faudrait être égal devant la loi dans une démocratie. Enfin, toutes ces questions, on les pose pas, donc je suis d'accord avec le constat que le système, d'une certaine manière, a perdu son ambition politico-institutionnelle. C'est-à-dire, on n'a plus ambition de sortir de cette technostructure. De l'autre côté, c'est la technostructure européenne qui fait râler les populistes, qui fait râler Marine Le Pen, mais Orban aussi, la PiS et le FPE et la AfD. Donc, on a des projets européens, mais qui sont plus des projets dirigés vers la démocratisation et vers l'articulation d'une citoyenneté. Donc on est d'accord sur cette analyse, d'accord ? Oui, il y a quasiment aucune. Alors toi, tu es plus sur l'aspect loi, j'ai l'impression, et nous, en fait, dans notre histoire, on était beaucoup sur la question, même s'il y a des tas de points sur lesquels on est d'accord, mais nous, notre obsession, c'était la mécanique, l'ingénierie démocratique. Donc, c'était de dire, les élections européennes telles qu'elles existent aujourd'hui ne créent pas les conditions d'émergence d'une citoyenneté européenne, justement. Elles sont instruites, ces élections sont instruites par des systèmes nationaux, que ce soit les partis nationaux qui concourent, que ce soit les médias nationaux qui instruisent le débat. Donc, on n'a pas de débat européen en amont des élections européennes. Les citoyens nationaux votent pour leur parti, sur des programmations qui permettent d'ailleurs de ressasser des questions purement nationales et de préparer la prochaine élection nationale. Et puis, on se retrouve avec des gens qui partent à Bruxelles et qui, là, interagissent d'une manière dysfonctionnelle, puisqu'il y a rien de transversal. Donc, ils s'agrègent par couleur politique en se disant alors qu'en fait, ils se ressemblent pas, les différences nationales. Mais qu'est-ce que tu fais avec, parce que tu verrais pas, je suis un peu d'accord, mais il y a quand même des tendances, disons, positives, pour jeter un œil positif. Il y a maintenant l'émergence de partis politiques européens, c'est-à-dire il y a Volt, il y a Diem. Le Parlement européen, il a voté plusieurs fois qu'il n'en voulait pas avant de finir par quand même admettre qu'il fallait. Donc, Volt, disons, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un tout petit parti européen qui est, disons, libéral, social-libéral, qui s'appelle Volt, qui, je pense, au niveau du Parlement européen, est rattaché dans le groupe des Verts et dans le groupe des libéraux. Et puis il y a Diem, donc Varoufakis, qui est l'ancienne ministre des Finances grecque, qui a fait une percée justement dans la crise de l'euro. Parlons aussi après un peu de la crise de l'euro, qui était aussi un grand mouvement de la citoyenneté européenne quand la jeunesse a quand même révolté. Il y avait quand même Stéphane Hessel, indaignez-vous, la jeunesse sur la rue, en révolte contre l'euro, le système euro. On en parlera à l'instant, mais restons là maintenant avec les petites formations des petits transversale européenne. Et donc, est-ce que tu y détectes une nouvelle ambition de citoyenneté, de démocratiser l'Europe ? Oui. Alors là, effectivement, là, tu viens de parler des raisons d'espérer. Alors, nous, ça, c'est notre histoire. L'histoire de Frank Biancheri, c'est d'avoir créé les 2 premiers partis politiques transeuropéens. Et pour lui, c'était effectivement la solution. Donc, en 1989, suite à d'ailleurs l'expérience EG, et emporté par l'enthousiasme de l'expérience EG, Franck lance pour les élections de 1989 le parti
IDE, Initiative pour une démocratie européenne, qui parvient, malgré le peu de soutien, bien évidemment. Bon, enfin, quand même, si, il y a un intérêt, justement. On est dans une époque où, quand même, il y a des mots d'ordre qui sont, faut s'intéresser à cette histoire des étudiants européens, etc. Et du coup, les médias, quand même, s'intéressent un petit peu à cette expérience-là. Et IDE arrive à présenter la même liste, le même programme, le même nom dans 3 pays. Et ils s'en fichent, finalement, du fait que la loi ne permet pas de le faire. Voilà, on arrive quand même à présenter le même programme dans 3 pays différents. On a 0, je sais pas combien de pourcents de vote, mais c'est pas grave, l'expérience, on s'est endetté de manière pour les 10 prochaines années, mais c'est pas grave, on a quand même mené une première expérience historique de parti politique transeuropéen. Il recommence en 2000 pour les élections de 2009 avec New Europeans. Et là, à la fois, il a beaucoup plus de maturité, plus de monde enfin pas plus de monde forcément, mais voilà. Dans une table ronde de New Europeans à Berlin en 2001, je pense, et ah oui, je pense que j'étais demandée pour être candidate, enfin bref. Oui, c'est vrai, oui, ça, non, mais c'est vrai, c'était... Sauf que, alors déjà, lui tombe malade 1 an avant l'élection elle-même, donc c'est vrai qu'on n'a plus le leader charismatique en forme qu'on devait avoir, hein. Il va décéder en 2012, mais en 2009, il est malade. Mais voilà, on constate aussi que, alors là, aucun intérêt de la part de la presse pour cette expérience-là. On est quand même 20 ans plus tard, et en 20 ans, on a moins d'intérêt de la part des médias européens pour ce genre d'initiative qu'en 89. Donc là, c'est intéressant. Oui, expliquons à ceux qui nous écoutent aussi qu'entre-temps, la France, justement, a voté non contre le contrat de constitution, la constitution européenne en 2005. Rappelons-nous aussi qu'entre-temps, il y avait Jean-Luc Mélenchon, qui est ancien parti socialiste, a créé son propre parti, qui a fait une espèce de parti de radicalisme de gauche, justement aussi sur le thème que l'Europe, les technostructures ne fonctionnent pas. Je me souviens que c'était exactement dans les années après le référendum, donc 2006, 7, 8, que notamment en France se forme, disons, une contestation justement des structures non démocratiques de l'Europe, et que ça commence à être un point de campagne, justement, de dire c'est pas dans cette Europe on veut pas vivre, c'est une technostructure. D'ailleurs, il y a toujours une dominance allemande, moi je peux le dire parce que je suis allemande, donc j'ai toujours observé cette discussion de l'autre côté du Rhin, quoi, de voir mes amis français râler contre justement la dominance allemande dans le système, donc justement me rappeler que les structures sont pas encore démocratisées. Donc ça aussi c'est le moment, et dans ce moment vous essayez d'arriver avec une solution qui est de dire on va pas râler, on va pas être contre la structure, mais au lieu de ça, on va démocratiser l'Europe et faire des parties européennes, voilà. Tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment, c'était. Alors après, vous étiez dans tous les pays, vous étiez vraiment aussi en Lituanie, parce que là on est déjà dans l'Europe élargie. Hein. Alors on n'était pas partout. En revanche, on était dans toutes les langues. Le site web de New Europeans en 2008, hein, à l'époque, il y avait pas. C'est le premier site web non institutionnel, etc., qui était dans absolument toutes les langues de l'UE. Donc, par exemple, ça c'est dommage. Et vous aviez eu des sous de la Commission? Rien. Non, rien. Alors ça, c'est même le contraire. À partir du moment où on rentre en politique, nous, on a même, à titre personnel, on a dû changer des choses au niveau, parce que même nos autres organisations, les think tanks, etc., on savait qu'on n'avait plus accès à des financements publics à partir du moment où on rentrait en politique. Donc là, la question du financement, elle était bien sûr aiguë. Donc c'est de l'autofinancement. Il n'y a que les citoyens eux-mêmes, en tout cas à l'époque, et de ce qu'on a pu réussir à faire. On avait on peut avoir des grands, qu'on appelle ça des sponsors. Enfin, on a eu quelques sponsors qui nous ont aidés, mais une campagne européenne, ça coûte très très cher, parce que pour avoir des listes dans tel et tel pays, en plus c'est pas la même chose selon les pays, mais il y a des endroits où il y a un ticket d'entrée. À l'époque, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai le souvenir vaguement que pour être sur les listes, pour être sur les bureaux, dans les bureaux de vote européens, français, en France, dans les élections européennes, il faut poser 1 million d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc, mais alors, si on veut avoir ces bulletins, parce que c'est pour l'impression des bulletins qu'on est censé payer.
Et si on a les 3%, je sais pas quoi, là, on se fait rembourser à ce moment-là par l'État. Mais sinon, non, on doit les sortir de sa poche. Ce qui fait que nous, par exemple, on n'a jamais pu s'imprimer des bulletins. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on savait que de toute manière, on pouvait pas avoir des nombres significatifs d'électeurs. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que 20 ans après l'expérience de 89, les conditions étaient plutôt plus difficiles. Voilà, on est en 2009, on est on est pendant la crise de 2008, qui quand même, moi j'ai l'impression, alors si on revient à cette histoire, l'histoire elle-même, les aléas, moi je vois deux moments d'inflexion. Le premier moment d'inflexion qui a vraiment fait s'effondrer l'appétit pour l'Europe politique de la part des classes dirigeantes, c'est la chute du mur. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est justement à l'aune du parcours de Frank Burkhardt que j'ai suivi, il nous a semblé clairement que la chute du mur, c'est le moment où on a une espèce de victoire d'un camp anglo-saxon dans le cadre de la guerre froide. C'est les Anglais, les Américains, enfin les Américains et donc un peu les Anglais qui gagnent ça et qui eux sont bien sûr des acteurs qui n'ont absolument pas intérêt à l'Europe politique. Et donc l'appétit pour une Europe démocratique, ça c'est le premier moment où ça chute, tu dis. Oui, où ça chute, c'est-à-dire qu'on sort de cette époque des années 80 qu'on vient de décrire, avec une vraie volonté, les programmes, les hymnes, etc. Et là, 89-91, on se lance. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de très pratico-pratique qui est, il va falloir intégrer les pays d'Europe de l'Est. Et donc, on est sur ce projet élargissement. Et l'élargissement, on l'a toujours opposé à l'approfondissement, l'approfondissement politique versus l'élargissement géographique. Donc en fait, voilà, deepening, widening. Voilà, tout à fait. Donc là, on a effectivement un choix qui est fait avec quand même derrière un intérêt de certains acteurs, dont le Royaume-Uni, qui n'a jamais été favorable à l'idée d'une Europe politique et voilà, et qui du coup encourage bien sûr cette idée le projet redevient un projet économique. On fait un marché commun. Il y a que ça qui nous intéresse. On s'élargit. L'euro qui qui aussi fait la néolibéralisation de l'Europe. Oui. Ah ouais, mais non. En même temps, là, je dirais quand même que l'euro, c'est d'ailleurs la négociation faite entre Kohl et Mitterrand. Là encore, ça date des années 80. L'euro. Et l'euro, il a une vocation à créer un impératif de création enfin c'est un souverain, la monnaie commune, ça oblige à faire l'Europe politique. Les débats notamment franco-allemands où les Allemands sont toujours l'union politique, on peut pas faire l'euro sans union politique, et puis les Français réclamaient toujours le gouvernement économique parce qu'effectivement partager la monnaie sans avoir le même gouvernement, alors qu'on dépense ensemble notre argent, c'était le grand débat. Aujourd'hui, on peut presque s'imaginer, on peut plus s'imaginer à quel point cet débat sur l'union politique, la démocratisation de l'Europe, parce que la monnaie est un souverain, évidemment, commence à marquer justement les années 90. Je regarde un peu le montre parce qu'il nous 3 minutes qui nous restent. Donc, tu as dit que donc la première chute de l'ambition, c'était le mur, et le deuxième. Alors non, pas de chute, je dirais probablement regain qui a permis l'émergence de partis comme Diem25 et Volt que tu évoquais. Là, en revanche, c'est la crise de 2008, enfin de 2009, surtout la crise de l'euro d'ailleurs. On était en train d'en parler. Donc crise bancaire. Oui, crise bancaire, mais qui a quand même cette composante crise de l'euro, crise grecque, etc. Donc on est bien sur quelque chose. Et là, on parle tellement d'Europe pendant cette période-là que ça fait émerger Diem25 tout d'abord, effectivement, avec Yanis Varoufakis, qui a été un des acteurs majeurs d'ailleurs de la gestion de la crise grecque, bien sûr, en tant que ministre de l'économie de Tsipras. Donc on a ces acteurs-là qui, sur un mode colère, mais néanmoins, eux, les premiers à être conscients que l'Europe, c'est plus oui ou non, c'est quoi ? C'est quoi ? Et on peut pas jeter d'or. Exactement. On peut même jeter. Les Allemands voulaient jeter. C'était le grand débat. Voilà, exactement. On réalise qu'on peut pas jeter un pays hors de l'euro parce que, comme on a toujours dit, tu peux pas, quand tu as des œufs brouillés, refaire des œufs. Donc voilà. Donc on est dedans et donc il faut faire avec. Moi, je me souviens aussi de toutes ces époques. Il y a dans la littérature. Moi, je suis sciences politiques. Enfin, je fais de la science politique, on dit que le moment justement de la crise bancaire était aussi le moment de la naissance de la société européenne civile, parce que justement, au moins les jeunes à l'époque, après la crise bancaire, je rappelle, Stéphane Hessel, Indignez-vous, avaient compris qu'ils sont tous là ensemble, que la politique de l'austérité leur pèse, que
qu'on soit grec ou espagnol ou allemand, et qu'il y a une demande de gérer, voilà. Donc oui, tout à fait. Donc, Diem 25 qui émerge de la colère, effectivement, donc sur un mode plutôt très très critique, mais avec quand même ce désir de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais surtout de se rendre compte qu'on peut pas le faire. Et puis, je dirais que c'est intéressant parce que le deuxième grand moment, c'est le Brexit. Le Brexit qui là va faire émerger des mouvements comme Volt qui sont plus pro-européens, moins dans la colère, plus dans le fait que oh là là, il faut sauver l'Europe. Il commence à y avoir des pays qui partent, et donc il faut et donc on a sur la décennie 2010, 2009 on va dire, à partir de 2009 avec la crise grecque, et puis à partir de 2016 avec la crise britannique, enfin le départ des Anglais, on a deux moments qui font émerger donc des mouvements qui indiquent clairement qu'il commence à y avoir du monde qui se dit que l'Europe, il va peut-être falloir commencer à la faire, à s'en occuper, nous, les citoyens, et pas à râler du temps, s'il y a que les lobbies qui s'en occupent, bah oui, mais c'est peut-être parce qu'on n'y est pas. Il y aurait les lobbies, on est quand même très nombreux, on est 400 millions en Europe, maintenant sans les Anglais. Si on se décide enfin à s'y intéresser, à s'organiser pour aller l'influencer, les lobbies, ils seront moins influents. J'ai l'impression que Marie-Hélène a tellement à raconter sur la citoyenneté européenne et l'appétit démocratique. En fait, nous, c'est moi. Refaire une deuxième séance. Enfin, je te propose qu'on refait une séance. À ceux qui nous écoutent, je voulais aussi dire qu'on va répéter, enfin pas répéter, mais on va faire le même enregistrement sur la même question, donc la démocratie européenne en anglais, parce que nous sommes The European Citizens Radio, et donc nous voulons qu'il y a tous les citoyens européens qui écoutent ça, ceux qui parlent français, mais aussi ceux qui parlent anglais ou alors allemand. Donc on va enregistrer le même débat sur la citoyenneté et la démocratie européenne maintenant en anglais, qui sera aussi diffusé au même moment. Mais en dehors de ça, je propose à Marie-Hélène qu'on continue en français pour faire une deuxième enregistrement, parce que j'ai l'impression que tu es tellement pleine de cette question et qu'on n'a pas encore creusé la question. Je termine avec juste une anecdote qui est intéressante, avec laquelle on pourra peut-être continuer, parce que tu as terminé sur le Brexit, qui nous a renvoyé sur la question, nous en Europe, c'est qui là, qui est dedans, qui est dehors. Et il y a une autre amie à moi, belge, qui au moment du Brexit a porté plainte à la Cour européenne, avec une plainte, je trouve, très intéressante, parce que son argument, c'est de dire, enfin, elle a posé la question à la Cour européenne, le suivante, le traité de Maastricht est composé de deux piliers. Il y a un pilier qui est l'union des États. L'autre pilier, c'est l'union des citoyens. Donc, elle a posé à la Cour des comptes, à la Cour européenne, la question suivante. Est-ce que, oui ou non, le fait que l'État de la Grande-Bretagne quitte, selon l'article 50, l'Union européenne, est-ce que ça veut dire, oui ou non, que les Britanniques perdent leur statut de citoyenneté européenne? Parce que la citoyenneté européenne, ça a été quand même donné par les institutions européennes. Est-ce que ça peut être retiré par l'État de la Grande-Bretagne? Juridiquement, c'est une question très, très, très intéressante. Donc voilà, tous ceux qui sont maintenant intéressés par la réponse à cette question, j'invite de nous retrouver dans l'Internet dans 2 semaines, quand on va poursuivre ce débat très intéressant avec Marie-Hélène Caillol sur la démocratie européenne et sur la citoyenneté européenne. Marie-Hélène, je te remercie beaucoup, et puis on se revoit pour une autre émission française et l'émission en anglais. C'est moi qui te remercie, Ulrike, et merci pour ravi de continuer la conversation, en effet. Merci. Voilà, bonjour à tous et toutes. Bonne journée. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Iam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Ja sam Evropljanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem europejczykiem. Esu europietė. Sunt cetățean al Europei. Ja graždanka Европы. Я громадянка Європи. Esu europietė. Moi, je suis un citoyen européen.